Bien, bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Albéric Trancard, je suis tech lead et coach chez Théodo. Et vous m'avez peut-être déjà vu parce que je suis aussi co-organisateur des Human Talk Paris. Et je vais commencer par poser une question. Est-ce que le CSS, est-ce que c'est un langage? Alors, si on demande à Twitter, la réponse c'est non. Mais pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà savoir, mais qu'est-ce qu'un langage? Sinon, on ne peut pas répondre à la question. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que ça va nous aider par la suite. Mais d'abord, je vais vous raconter une petite histoire d'horreur. Une histoire qu'on raconte autour du feu pour terrifier les nouveaux développeurs. Il était une fois une personne qui voulait se mettre à apprendre à être dev. Et du coup, cette personne se dit, je vais apprendre le HTML, le CSS et le JavaScript. Et comme premier exercice, la personne se dit, je vais reproduire le logo de cette présentation parce que, après tout, pourquoi pas. Donc j'ai appris le HTML, donc je sais que si j'écris du texte dans des balises, ça va s'afficher dans le navigateur. Waouh, incroyable! J'écris du texte et le navigateur l'affiche. Et avec le CSS, j'ai appris que je peux mettre une classe et avec cette classe cibler des éléments pour styliser. Et on va essayer. Attention. 1, 2, 3. Font size 30 pixels. C'est magique. J'ai écrit font size 30 pixels et le navigateur, il a écrit avec une taille de police de 30 pixels. C'est magique, ça marche. Attendez, je vais essayer d'autres trucs. Font family sans serif. Waouh, incroyable. Et même, on apprend que des éléments HTML ont des styles par défaut. Par exemple, strong, ça font weight bold. Oh, mais là, on s'arrête plus. On met, allez, un peu de couleur et du padding. Et de border et padding. Et on se restreint un peu quand même. On préfère des choses plus carrées. On va mettre une petite width, voilà. C'est magique, ça marche. Et puis, on est en 2023 quand même. On fait du moderne. Qui veut des coins arrondis? Allez, toi, t'as un coin arrondi. Toi, t'as un coin arrondi. Tout le monde a des coins arrondis. Je sais pas si vous sentez la puissance du truc. J'écris des choses et le navigateur les interprète à la perfection. C'est extrêmement puissant. C'est magique, c'est incroyable. Bon, je pense qu'on a fait un bon taf. Il n'y a plus qu'à aligner verticalement tout ça. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vertical align middle. Vertical align middle. Ma baguette magique, là, elle est cassée. Là. Je sais plus. Désolé, je comptais faire le talk, mais là, ça marche plus. Il n'y a peut-être plus de batterie. Bon, attendez, je vais chercher de l'aide. Comment centrer un div verticalement? Alors, W3 School, ça a l'air de répondre à ma question. Chouette, on va voir. Alors, position relative, vertical center, position absolue, top 50%, transform, translate, Y, moins 50%. Je comprends pas, mais on va copier-coller, on va voir si ça marche. Waouh, incroyable, ça marche, mais moi, c'est de la magie noire. J'espère, avec cette histoire, avoir encapsulé tout ce que vous avez jamais pu ressentir dès que quelqu'un prononçait ces 3 lettres d'affilée. CSS. Alors, oui, le CSS, ça nous frustre. Mais si il y a quelque chose que je veux vous dire ce soir, c'est que malheureusement, la magie, ça n'existe pas. Alors CSS, ça nous frustre. Ça nous a tous frustrés. N'importe qui a fait plus d'une heure de CSS s'est tombé sur des problèmes comme ça. Et en fait, si je veux vous convaincre d'une chose, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il existe un univers parallèle, un futur alternatif dans lequel ça ne vous frustre pas et vous aimez peut-être faire ça. Alors, j'ai cherché pendant un bout de temps à savoir, mais quel est le vrai problème de CSS? J'ai plusieurs mois, plusieurs années avant de, je pense, avoir trouvé la clé du problème. Et pour ça, je reviens à ma question initiale, qu'est-ce qu'un langage? Alors, je vais prendre la définition du dictionnaire qui va dire que c'est la capacité d'exprimer une pensée au moyen de signes et le plus souvent d'une syntaxe. On dit le plus souvent parce qu'il y a des langages sans syntaxe, par exemple la cartographie, il n'y a pas de règle qui vous impose de faire une carte d'une façon plutôt que d'une autre. Je vais la reformuler parce que pour l'approprier, et je pense que ça va nous aider, je vais dire qu'un langage, c'est exprimer une intention avec un vocabulaire et en respectant une grammaire. Et ça va
nous aider à comprendre pourquoi il y a peut-être un problème. Si on regarde l'intention c'est quoi? C'est de dire, en fait, c'est clair dans ma tête ce que j'ai envie de dire, et donc, quand il y a deux personnes, je vais énoncer des vocables avec une syntaxe correcte, et la personne en face va me comprendre. Avec les machines, finalement, c'est la même chose. Les vocables, c'est le code, et la machine, elle est capable de l'interpréter. La difficulté dans notre business, c'est qu'on est rarement la personne qui a l'intention. C'est-à-dire que on ne code pas ce qu'on veut, on code pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, en général, on l'appelle le product owner, qui va nous dire, en fait, je veux faire ça, et nous, notre job, c'est de retranscrire l'intention du product owner en code machine. Malheureusement, le product owner, parfois l'intention n'est pas forcément claire dans sa tête, et la personne utilise des user stories, qui est un format de transmission d'informations, mais qui est du coup imparfait, où il peut y avoir des pertes d'intention, donc on perd de l'information. Et derrière, vous pouvez réinterpréter derrière. Donc pareil, on perd de l'intention. Et plus votre code va être loin de l'intention, plus il va être sensible aux cas limites et aux évolutions futures. Un exemple, avant de passer à ça, ce que j'ai montré là, on commence à savoir bien faire, on met des cas limites dans les tickets, dans les user stories, ça se passe bien, bon, il y a encore quelques bugs, mais la plupart du temps, on s'en sort. Avec le CSS, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, le product owner, c'est rarement la personne qui va vous dire comment le site va ressembler. Il y a un maillon en plus dans la chaîne, qui est la personne qui fait le design, et qui va vous transmettre l'information au moyen d'une maquette, qui est là encore un moyen de transmission imparfait, où il va y avoir interprétation, perte d'intention. Et vous savez que la qualité d'une chaîne d'information, c'est la qualité de son maillon le plus faible, donc il suffit qu'il y ait un couac quelque part, et tout s'effondre. Je vais prendre un exemple, je prends, je sais pas, une page web, on va dire, c'est un truc sur Figma, et je vais regarder la sidebar, voilà, qui est à gauche. En voyant la maquette, je vois 200 pixels, très bien, mais quelle est l'intention? Est-ce que, sur la largeur, est-ce que ça doit être une valeur absolue? Donc 200 pixels comme je vois sur la maquette. Mais est-ce que c'est pas plutôt des REM? Est-ce que c'est pas plutôt des centimètres? J'en sais rien, si je veux faire du print peut-être. Est-ce que c'est pas plutôt une valeur relative? Un pourcentage du conteneur, du viewport, ou un ratio de largeur sur hauteur? Quelle est l'intention? Et pourquoi c'est important? Un exemple, si je prends un cas limite et je vais regarder ça sur un écran avec une très grande résolution, si j'ai une valeur relative ou une valeur absolue, ça ne va pas du tout ressembler pareil. Du coup, quelle est l'intention? Et on se rend compte, en fait, en se posant cette question-là, que la plupart du temps, la personne n'y a même pas réfléchi. Maintenant, passons au vocabulaire. Vocabulaire, c'est connaître les sens des mots qu'on utilise. J'utilise des mots, je connais leur sens, je sais que vous connaissez leur sens, on sait qu'on a à peu près le même sens, donc on se comprend. En la plupart des langages de programmation, on va utiliser des if, des switch, ils vont toujours avoir le même sens. En CSS, il y a des pièges. Premier piège, il y a des faux amis. Si je reprends notre propriété de tout à l'heure, vertical align ne sert pas à aligner un bloc dans son parent. Premier piège. Deuxième piège, il y a de la polysémie. Alors la polysémie, c'est qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Par exemple, si je vous dis côte, comme ça, sans plus de contexte, vous ne savez pas si je parle de la côte d'Azur, de la côte de Bœuf ou de la côte que j'ai montée à vélo. Et bien là, c'est la même chose. Un vertical align, ça sert à la fois à aligner un élément inline au sein de sa ligne ou aligner le contenu d'une cellule d'un tableau. Là encore, piège. Si on passe maintenant à la grammaire. La grammaire, c'est les règles qui nous permettent de formuler des énoncés corrects. Je vous mets cette phrase en français, ces règles CSS, je les ai hier. Alors pourquoi c'est important de formuler des phrases avec des syntaxes correctes? Parce que si on ne fait pas ça, on risque de mal se faire comprendre, voire même de changer le sens de la phrase. Et je suis sûr que si je faisais une faute ici, il y en aurait plusieurs qui me lanceraient une Béchel exception au runtime. Donc j'ai intérêt à bien l'écrire. Alors notre cerveau, comme il pratique le français pour la plupart d'entre nous depuis très très jeune, il répond à cette question en une fraction de seconde. Mais si on veut répondre à cette question de manière théorique, précise et exacte, il faut mettre en jeu les concepts suivants.
Sujet, verbe, groupe de verbes, temps, accord sujet-verbe, singulier pluriel, masculin-féminin, participe passé, auxiliaire, complément d'objet direct. Ça fait un paquet de trucs qu'on utilise dans une fraction de seconde. Maintenant, si je vous mets ce code, est-ce que vous sauriez me dire à quoi il va ressembler? Juste en regardant dans votre tête. Là, je peux pas trop zoomer, mais du coup, ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que là encore, si on veut répondre à cette question de manière totalement exacte, on va devoir manipuler les concepts suivants. Layout, flow layout, box model, block container box, block et inline level box, anonymous box, block formatting context, inline formatting context et outer inner display type. Et là, en général, la réaction, c'est « mais c'est quoi tout ça ?» Et je pense qu'on arrive au vrai problème avec CSS. Il y a une grammaire. Alors, le fait qu'il y ait une grammaire, en soi, c'est pas un problème, parce qu'on utilise plein de langages TypeScript et tout, qui ont une grammaire, on l'a appris, et on est content, on s'en sort. Le problème, c'est qu'il y a des règles qui nous permettent de prédire comment notre CSS va se comporter, et la plupart du temps, on ne sait même pas qu'elles existent. Et c'est ça qui nous frustre. Parce qu'en fait, il y a des règles qui nous permettraient de comprendre comment ça se passe, mais on ne les connaît pas, et on ne sait même pas qu'elles existent. Et si vous regardez la plupart des tutoriels CSS sur le web, ils ne vont pas parler de tout ça. Tout au plus, allez, layout, box model, mais le reste, j'ai vu nulle part où on en parle. Du coup, on essaie des choses, on connaît pas, on est incapable de prédire comment notre code va se comporter, on essaie jusqu'à ce que ça marche, et on est frustré. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on peut se réconcilier avec CSS? Moi, je pense que utiliser des modèles mentaux, ça va permettre de débloquer le problème. Alors, il n'y a aucun modèle qui est correct, il y en a certains qui sont plus utiles que d'autres. Mon avis, c'est que celui qui dit un langage, c'est une intention, plus un vocabulaire et une grammaire, ça va nous aider, et d'ailleurs dans d'autres langages aussi. Et par exemple, si on regarde l'intention, la première étape, c'est de clarifier cette intention. Donc quand il y a quelque chose qui n'est pas clair sur une maquette, sur des largeurs, des ratios, des valeurs de variables, posez la question, quelle est l'intention? Comme je disais, la plupart du temps, la personne n'y aura même pas réfléchi, et du coup, ça permet de gérer des cas limites. Et une fois que vous avez l'intention, vous pouvez la retranscrire dans le code. Si je vous donne un exemple à gauche, où on a une classe avec, disons, une max8, très bien, et derrière une media query avec un z-index, soit, je vous montre une deuxième version de ce code, mais avec des variables. Et par exemple, sur le max8, on a un calque. Dans quelle version on comprend mieux que la hauteur de la liste des options, elle doit être maximum la hauteur de 8 options? On va plus comprendre ça dans la version de droite que dans la version de gauche. Parce que la version de gauche, je vois 34 pixels, mais pourquoi pas 37, pourquoi pas 31? Quelqu'un qui passe change ça et tout est perdu. Alors que là, si votre code transpire l'intention, il va résister aux changements futurs beaucoup plus facilement. Et donc, mes conseils là-dessus, utilisez des variables, utilisez et abusez de calques dès qu'il y a des règles géométriques, mathématiques. Et vous pouvez aussi utiliser une règle stylint pour forcer l'utilisation de variables sur certaines propriétés. Comme ça, par exemple, sur les couleurs, ça permet de éviter d'avoir 50 Xcode différents à la fin sur le projet. Si on passe au vocabulaire, mon conseil, c'est d'investiguer toute propriété qui semble louche. Genre quelque chose qui ne se comporte pas comme vous le voulez. En fait, vous pouvez aller sur MDN. MDN, pour moi, c'est la meilleure source d'informations là-dessus. C'est un peu insipide au premier abord, mais c'est factuellement exact et assez exhaustif. Donc là, si on regarde, vertical align, on voit tout de suite, dès le premier paragraphe, les deux cas d'utilisation, et une note sur le fait que ça ne sert pas à aligner un bloc dans son parent. Donc si vous avez un doute, allez sur MDN, il y a tout ce qu'il faut.
Et par rapport à la grammaire, mon conseil, c'est plutôt de retenir des concepts qu'une liste d'exceptions. Pour illustrer ça, je vais prendre un problème récurrent qui est celui des z-index. Ça, c'est la distribution des valeurs de z-index sur les sites les plus populaires du web. Alors vous voyez qu'à droite, il y a quelqu'un qui s'amusait à écrire un 9 avec beaucoup de 9 derrière, pour essayer de faire passer son élément au-dessus. Et malheureusement, ça ne marche pas. Donc on voit qu'il y a un problème de compréhension. Si on regarde sur un tuto classique W3 School, on va avoir des règles en disant, voilà, un élément positionné avec les z-index plus haut va être au-dessus. Et si deux éléments ont le même z-index, celui qui est le dernier dans le HTML va gagner. Mais si je vous mets cet exemple-là sous les yeux, donc là on a une drop-down avec une liste d'options. Donc là je la mets en position absolue et effectivement avec un z-index positif, ça va se retrouver au-dessus de mon contenu. Donc c'est ce que je veux, c'est cool. Maintenant je vais avoir un deuxième composant avec un comportement un peu similaire qui va être un tooltip. Je rajoute un tooltip, là encore position absolue. Et avec un z-index plus faible, et cool, ça va être en dessous de mon drop-down. Maintenant, je vais rajouter un cas où, en fait, plus tard, je vais dire que mon menu il peut être disabled, et s'il est disabled, je vais lui mettre une opacité à 80%. Et dans ce cas-là, que va-t-il se passer? Hop, mon drop-down repasse derrière le tooltip, alors qu'il est un z-index plus haut. Et là, on se prend la tête, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug, c'est pas possible. Enfin, CSS, allô quoi. Et on est frustré parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, le concept derrière le z-index qu'on peut retenir, c'est le stacking context. Donc un stacking context, ça va être un conteneur isolé au sein duquel il va y avoir des éléments placés sur un axe en profondeur. Et une fois qu'on a ça en tête, il y a deux sous-concepts super intéressants à avoir en tête, qui sont qu'au sein d'un stacking context, il existe des règles qui vont permettre de déterminer dans quel ordre les éléments sont empilés. Donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y en a un paquet, voilà. Et le deuxième truc important, c'est qu'on peut créer d'autres stacking contextes. Et qu'il y a des stacking contextes créés, là encore, pour plein de règles, d'exceptions. Par exemple, l'élément HTML, un élément avec position absolue ou relative qui a un z-index, des éléments fixes ou sticky, des éléments enfants de flex ou grid, et des éléments qui ont une opacité différente de 1. Tiens, c'est bizarre, on retrouve notre candidat. Et donc, en fait, ce que je veux vous montrer là, en fait, c'est que limite, toutes ces règles-là, je m'en fiche. Genre, je ne vais pas tout retenir, c'est pas mon but de retenir toutes les exceptions. Si j'ai besoin de les chercher, je vais les trouver sur MDN et puis je me repose la question à ce moment-là. Non, les trucs les plus importants, c'est en haut. C'est-à-dire que au sein d'un stacking, il existe des stacking contextes, il existe des règles pour déterminer dans quel ordre ça se passe à l'intérieur, et surtout, on peut en créer d'autres. Et une fois qu'on a ça, on se rend compte que on va pouvoir analyser notre problème et trouver que, en fait, il y a le stacking context racine qui contient tout, et on a créé un nouveau stacking context, on ne sait pas comment, mais on va trouver sur MDN, et que celui-ci va refaire passer derrière tout le reste. Donc, avoir ce concept-là qui nous manquait, qu'on peut créer de nouveaux stacking contexts, ça va nous aider à résoudre le problème, parce qu'on va comprendre quel est le mécanisme derrière qui est en jeu. Donc si je résume, les trois trucs importants à retenir, c'est ça. Et finalement, toutes les exceptions de l'ordre dans lequel ça se passe exactement, limite, je m'en fiche. Si je veux le retrouver, j'ai MDN. Maintenant, comment est-ce qu'on pratique les concepts? Si j'ai une astuce qui, moi, m'a bien aidé et m'a fait progresser très très vite en CSS, c'est lors de la code review. Vous voyez un bloc de code comme ça. Et le but, c'est de faire l'exercice de ne pas regarder la screenshot ou ce qui se passe en vrai, et d'essayer d'imaginer à quoi le code, ce que le code va donner. Un peu comme si vous aviez un moteur web dans votre tête.
Et ça va vous faire travailler les muscles du CSS pour justement travailler les concepts. Et le truc, c'est que une fois que vous avez une image en tête, vous comparez à la réalité, et ça va vous donner immédiatement tous les écarts sur votre compréhension de CSS, entre ce que vous pensez de comment ça marche, vs comment ça marche en vrai. Donc, forcément, au début, ça va être très très dur, parce que peut-être que vous avez très rarement fait le geste, mais vraiment essayer d'internaliser ça sans regarder la réalité et ensuite comparer, ça va vous permettre de progresser très très vite. Une autre variante de ça aussi, c'est de faire un code in the dark, dans le sens où vous essayez de coder bien du premier coup, et après vous regardez ce qui manquait. Maintenant que je vous ai dit ça, ok, on trouve les concepts, il faut les pratiquer, mais où est-ce qu'on trouve tous ces concepts finalement? Ben, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est vous faites comme j'ai fait au fur et à mesure des mois, des années. Vous cherchez l'information là où elle est diluée. Donc elle va se trouver sur MDN. Elle va se trouver dans la spec CSS, parce qu'il y a des réponses qu'on va trouver que là-dedans. C'est un peu plus relou à fouiller. Et dans diverses questions Stack Overflow, des articles et tout. Moi, ce que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est une deuxième option, où en fait, il y aurait tout condensé à un seul endroit. Et cette solution, je l'ai appelée CSS Dojo. Donc CSS Dojo, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un site que j'ai créé, qui est gratuit, et sur lequel on va avoir les concepts pour comprendre comment le CSS fonctionne, des récaps pour se souvenir de ce qui est important, des live editors pour pratiquer tout ce qu'on voit, et des questions pour tester ses connaissances. Et donc, tout ça, c'est un site qui est gratuit, open source même, que bien sûr vous pouvez aller consulter. On l'utilise maintenant chez Théodo en formation en interne pour former les devs. Et bah, j'espère qu'il sera utile à vous aussi. Et si vous avez des retours, je serai avide d'en avoir. Et quelques mots pour résumer tout ça. Donc ce qu'on a vu, c'est que CSS, ça peut nous frustrer. Ça nous a tous frustrés. On est tous passés par là. Et ça nous frustre parce qu'il y a des concepts qui nous permettent d'expliquer comment notre code va fonctionner, mais la plupart du temps, on ne sait même pas qu'ils existent. Et du coup, apprendre ces concepts plutôt que des exceptions de « ah oui, dans quel cas il se passe ça, dans quel cas il se passe ça », et bien en fait, ça va nous donner les outils pour résoudre les problèmes et faire face à toutes les situations complexes sur lesquelles on va pouvoir tomber. Alors, il y a une dernière chose aussi que j'ai envie d'ajouter, c'est que forcément le design, le front-end, le CSS, enfin le front-end, le JS, a priori, si vous êtes là, c'est que vous aimez. Mais tout ce qui est design, CSS, forcément, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. C'est normal. On a chacun nos propres motivations, envies. Donc, apprendre tous ces concepts, ça va pas forcément être le truc le plus rigolo du monde. Je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un se dire chouette, je vais apprendre toutes les exceptions de la langue française, ça va être trop bien. Bah, de la même façon, voilà, bon, ça va être un peu rébarbatif. Mais par contre, si je peux vous assurer d'une chose, c'est que une fois qu'on a ça en tête, avoir toutes les armes pour pouvoir faire face aux problèmes, ça va vraiment vous donner confiance en vous pour résoudre ces problèmes, et c'est extrêmement gratifiant et très satisfaisant. Donc, j'espère vous avoir motivé pour que les personnes qui se diraient peut-être le CSS, ça saoule souvent, peut-être dans quelques semaines, mois, années, vous dites, le CSS, c'est super sympa. Voire peut-être pour les plus fous d'entre vous, le CSS, c'est super stylé. Enfin, ouais, bon, un jour. Merci.